Salut à tous, aujourd'hui je reviens donc vous voir pour ce troisième jour de top. Donc pour conclure ces 3 journées, aujourd'hui vous aurez donc mon top 3. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont largement spéculé sur ce qu'ils pensaient être mon numéro 1, ou du moins ce qu'il y aurait dans mon top 3. Donc sans plus vous faire attendre, je commence maintenant avec la position numéro 3, Kuroko no Basket. C'est un shonen de type Neketsu dont le thème principal est le basket, bien évidemment. Je vous ai fait toute une vidéo dessus où je détaillais toutes mes impressions sur le manga, je présente le synopsis et chaque personnage en détail. C'est une vidéo complète qui sert de conclusion à la première série et je l'ai faite à la suite du dernier épisode. Vous pourrez donc la regarder ici. Néanmoins, si vous ne connaissez pas encore ce manga, je profite de cette courte vidéo pour vous faire un retour rapide dessus. Alors Kuroko c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est celui qui est considéré comme le 6e joueur fantôme du club de basket du collège Teiko. Il n'est pas très doué, mais a le don de pouvoir user de son manque de présence afin de se faire oublier sur le terrain et de faire des passes invisibles, des feintes, etc. Ce don lui a valu la reconnaissance des 5 autres joueurs de Teiko, les membres de la génération Miracle. En entrant au lycée Seirin, Kuroko se retrouvera dans la même équipe que Kagami, un joueur ayant la prétention de devenir le meilleur du Japon. C'est comme ça que les deux décident de devenir partenaires. Kuroko aidera Kagami à devenir le meilleur grâce à son talent pour faire des passes invisibles. En effet, pour mettre son talent à exécution, Kuroko a besoin d'une lumière dont il sera l'ombre. Kuroko et Kagami seront donc désormais l'ombre et la lumière, et ils devront redoubler d'efforts et d'ingéniosité s'ils veulent se hisser au sommet. Mais pour cela, il faudra d'abord battre tous les anciens membres de la génération Miracle qui sont tous les 5 allés dans des lycées différents afin d'avoir un jour l'opportunité de s'affronter. Pourquoi j'ai adoré ce manga alors? Eh bien, je dois avouer que si je n'avais pas vraiment succombé au charme de manga de sport auparavant, j'avais quand même bien aimé Slam Dunk. Je le connaissais déjà et je dois avouer que ce dernier m'avait quand même laissé l'impression d'être un manga fait pour ceux qui avaient de base une passion pour le basket. De plus, même si je reconnais entièrement ce manga et que je dois avouer l'avoir apprécié pour sa qualité graphique, son style purement années 90 à la Young GTO, je dois aussi avouer, pour une raison que j'ignore, plus ou moins que Kuroko m'a plus marqué. Certains d'entre vous diront oui, mais c'est parce que Kuroko c'est fanservice, c'est un manga pour les filles, les personnages sont des beaux gosses, etc., etc. Mais entre nous, si vous dites ça après en être arrivé jusque-là dans mes vidéos, eh bien ramassez votre chemin, car si vous pensez que j'ai aimé le numéro 2 de ce top pour son taux élevé de bichonnénité, eh bien vous seriez surpris de voir ce à quoi ressemble le personnage que je préfère. D'ailleurs, je suis pas vraiment branchée Bishonen en général, les personnages masculins qui m'intéressent le plus dans les mangas sont plutôt des persos à la Grid ou à la Zabusa ou encore à la Kyo. Enfin bref. Pour en revenir à Kuroko, il y a certes beaucoup de beaux gosses, mais qu'importe. Même si c'est un plus visuellement, ce qui est le plus beau à voir, ce sont les techniques. Elles sont similaires à des attaques magiques, de ki ou de je ne sais quoi encore. Entre le perfect copy de Kisei, la zone de Aomine, de Kagami et encore même de Murasakibara, le vanishing drive de Kuroko et j'en passe, tous les matchs sont réellement vus comme des combats. D'où le côté Neketsu. Le héros doit progresser pour atteindre son objectif, battre la génération des miracles. Et pour cela, il peut compter sur son fidèle Bakagami. Et pour vous faire le topo, Kuroko et Kagami, on dirait le jeune Candide sultan et que tout le monde veut renverser et Kagami serait son bras droit, son garde du corps d'une certaine manière. C'est vraiment comme ça que je vois leur duo. Les deux me font vraiment beaucoup rire. En fait, tous les personnages de ce manga me font rire. Il y a des scènes ahurissantes lorsque, par exemple, Imura dit à Midorima dans les bains qu'il est en train de parler à une statue en forme de lion depuis le début, alors que Midorima se prenait trop au sérieux. Enfin, d'autres scènes. Enfin, je veux dire, si vous connaissez Kuroko, vous voyez très bien de quoi je vous parle. Euh, et encore une fois, on peut aussi parler de toutes les fois où qui ne manque jamais de sauter au cou de son Kurokochi. Et tout cela est génialement drôle en fait. C'est dans un manga de ce genre, je trouve ça vraiment important, l'humour. En ce qui concerne les matchs sont sérieux et juste énormes. Surtout le retour de Kagami contre Aomine. Je dis même pas Serin contre To, car ça se joue surtout entre ces deux-là, il faut le dire. Leur rivalité est exceptionnellement bonne, l'un est l'ancienne lumière de Kuroko et l'autre la nouvelle. On dirait deux brutes qui se battent pour la belle princesse. Enfin bien sûr, toutes les fans de yaoi aiment Kuroko pour les raisons juste évoquées, mais je dois avouer que parfois j'ai aussi eu beaucoup de doutes. Ça me dérange pas vraiment, mais bon, disons que ça rajoute matière à rigoler dans cet anime.
Les stratégies, les techniques, le développement des personnages, la rivalité, l'envie de redoubler d'efforts pour devenir le meilleur, l'humour, les graphismes, le scénario, tout est fait pour que Kuroko soit un bon manga. J'ajouterais qu'on s'attache très rapidement au personnage, et d'ailleurs beaucoup plus facilement que dans Slam Dunk. Si Sakuragi est selon moi un mélange de Kagami et Aomine pour son côté un peu bébête mais à la fois très doux et bosseur, j'ai aussi beaucoup apprécié Miyagi pour son côté bad boy arrogant mais aussi très attachant, selon moi. Beaucoup m'ont déjà dit, on ne peut rien reprocher à Kuroko si ce n'est d'être arrivé après Slam Dunk. Mais c'est malgré lui, donc au final ça dépend vraiment des goûts, et Kuroko reste un très bon manga. Personnellement, mon personnage préféré c'est Aomine. Je vous demande, vous, qui est votre personnage préféré, si jamais vous connaissez Kuroko no Basket. En position numéro 2, Parasite. On y arrive enfin. Ce manga, celui qui m'a fait tout remettre en question, que ce soit la vie, l'univers, les soi-disant supériorités des êtres humains, et aussi la place du numéro 1 dans mon cœur. Il s'agit là de Parasite. Pour vous dire la vérité, j'appréhendais un peu avant de vous faire une vidéo là-dessus. En fait, j'avais peur de ne pas trouver les mots justes pour décrire à quel point ce manga est un pur chef-d'œuvre. Si je n'avais pas connu le numéro 1 de ce top, Parasite y aurait figuré. C'est la seule raison qui fait qu'il n'est pas premier et qu'il n'est que, entre guillemets, deuxième. Mais entre nous, après Kuroko, on passe à un genre totalement différent où l'humour n'a plus sa place. On parle de remettre carrément l'existence de la vie en question. Mais vraiment, si vous vous lancez dans le voyage d'aller regarder Parasite, vous ne reviendrez jamais pareil. Si je puis vous donner un conseil, regardez tous les épisodes à la suite. À la rigueur, espacer en regardant entre-temps un épisode de Black Lagoon ou de numéro 6, mais il y a des conditions particulières pour regarder cet animé. En fait, pour tout vous dire, une fois que vous aurez lancé le premier épisode, vous ne pourrez plus en décrocher. Vous serez alors lancé sur un chemin de non-retour. Vous trouverez alors des réponses à des questions que vous n'osiez pas vous poser, et vous vous poserez d'autres questions sur des choses que vous n'imaginiez même pas germer un jour dans votre esprit. Vous rendrez compte que votre existence ne se résume à rien et que nous sommes que des insectes face à l'immensité de l'univers. Dit comme ça paraît très tragique, mais comme l'univers est infini, alors comment définir notre importance face à celui-ci? En 2 mots, Parasite est une sacrée claque. Ceci n'était qu'une introduction, je vais maintenant vous présenter ce manga. J'ai d'ailleurs fait une vidéo plus détaillée à ce sujet que vous pourrez voir ici. Très bien. Donc tout commence chez un étudiant japonais des plus classiques qui s'est endormi ses écouteurs sur les oreilles. Ce qui lui sauve la vie lorsqu'une sorte de parasite s'introduit dans sa chambre après avoir éclos d'une étrange boule verte qui ressemble plus ou moins à une bactérie. Bref, donc le parasite avait pour but, pas vraiment une envie, mais le but de sa vie en quelque sorte, de manger le cerveau d'un humain afin d'en faire son hôte. Mais bon, finalement, le jeune étudiant Shinichi réussit à temps à faire un garrot avec ses écouteurs et il réussit à empêcher le parasite de remonter jusque son cerveau alors qu'il était en train de se faufiler à travers son bras. Jusque-là, on croirait vraiment un rêve, et c'est aussi ce que Shinichi croyait, jusqu'à qu'il se rende compte que sa main droite a évolué. En l'espace d'une nuit, elle a appris le japonais et quelques informations de base. Et elle ressemble à ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure. Rapidement, Shinichi appelle la créature qui a pris possession de sa main Migi, qui veut dire droit parce qu'il occupe sa main droite. Au début, Shinichi voit la situation sous l'angle le plus commun chez l'homme si jamais on était confronté à une situation de ce genre, à une attaque de parasites qui tue et mange des humains. On dirait que ce n'est pas bien de tuer les humains, etc., etc. Mais le personnage de Migi et d'autres parasites, dont l'une qui était la prof de Shinichi, sont beaucoup plus pragmatiques et vont nous faire comprendre que les hommes qui tuent aussi des espèces pour se nourrir, ce n'est pas considéré comme un meurtre. Au début, Shinichi est plutôt naïf sur les événements qui lui arrivent, car il pense que les parasites sont, comme leur nom l'indique, des nuisibles qu'il faut exterminer. Mais après avoir vu mourir sous ses yeux des personnes auxquelles il tenait, puis suite à d'autres événements, Shinichi deviendra beaucoup plus terre-à-terre et sa vision de l'humanité changera. Il envisagera alors la mort comme une simple étape, allant même jusqu'à jeter un chiot dans une poubelle. Je vais maintenant vous dire pourquoi j'ai adoré ce manga, pourquoi j'en suis restée choquée pendant plusieurs jours comme si j'avais découvert quelque chose que les hommes en noir ne voudraient pas que je sache. Pourquoi je n'ai jamais versé autant de larmes qu'à la fin de cet animé. Et oui, car à côté de la fin de Parasite, la mort de Ace et François Hollande en tutu rose, Elfheinlein devient Superman qui fait du twerk et Nana se transforme en South Park. Je vais vous dire la vérité, je vous jure que je n'ai jamais autant pleuré d'émotion et que je ne suis jamais sentie autant touchée et impliquée qu'en regardant Parasite. Sachez-le, en regardant cet animé, vous n'en sortirez pas indemne. Le personnage de Migi y est pour beaucoup. Il n'est pas humain, mais c'est ça qui fait tout. C'est ça qui fait qu'il deviendra le personnage le plus émouvant que vous ayez pu voir de toute votre vie. Certains ont osé comparer Parasite à Tokyo Ghoul. On peut les comparer, mais oser dire que c'est la même chose ou que Tokyo Ghoul est meilleur que Parasite mériterait un aller simple pour le bagne.
Comme Kaneki, au début, Shinichi est un ado classique, mais son évolution psychologique est beaucoup plus sombre et beaucoup plus travaillée. Je résumerai en disant simplement que Parasite est un pur chef-d'œuvre. Une vraie claque qu'on prend en pleine tête et surtout, ce sont des OST à écouter en boucle tant elles nous transmettent des émotions. Si vous hésitez à regarder Parasite, alors sérieusement, vous passerez à côté de la meilleure expérience manga que vous pourriez avoir. Si j'ai hésité à mettre numéro 6 dans le top 3, c'est parce que sa fin, tout comme celle de Parasite et du numéro 1 de ce top-là, sont parfaites. Rares sont les fins que je trouve parfaites dans les mangas, mais ces trois-là se démarquent largement du lot. Alors sans plus tarder, passons au numéro 1. En position numéro 1, dois-je vraiment vous le présenter? Il s'agit de Full Metal Alchemist. Ce manga cultissime, ce manga ultime dont même Parasite n'aura pas réussi à m'en détacher. Et pourtant, c'est par pur attachement qu'il est numéro 1 et non pas parce que Parasite est moins bon, bien au contraire. Beaucoup d'entre vous se doutaient fortement que Full Metal Alchemist serait le numéro 1 et ils avaient raison. En même temps, ce n'est plus un secret pour personne que je suis une fan incontestable de FMA. En fait, s'il est numéro 1, c'est surtout parce qu'il fut le premier à me faire cet effet-là. Tout, j'ai bien dit tout, du début à la fin est parfait. Dans ce monde où l'alchimie est l'équivalent de la science de notre monde, Edward et Alphonse Elric commettent l'irréparable afin de ramener leur mère à la vie. Ils tentent la transmutation humaine, le tabou ultime. Leur péché sera puni, car Ed perdra sa jambe gauche et son bras droit, et Al son corps tout entier. Seule son âme restera, scellée par son frère dans une armure. Et c'est alors que débute la quête de la pierre philosophale par les deux jeunes frères. Et c'est sous fond d'ambiance mystico-religieuse, voire carrément ésotérique, qu'on nous parle de la valeur de la vie, de complot politico-militaire, de fraternité, d'amitié, d'amour, de la mort et j'en passe. Il y a énormément de références dans Full Metal Alchemist. L'auteur n'avance pas des faits au hasard, ne serait-ce que la porte, par exemple, c'est une grosse allégorie quand même. Je vais pas vous spoiler, mais vous verrez bien vous-même. Enfin, il y a tellement de scènes cultes dans ce manga que je ne sais même pas par où commencer. Attention, je vais spoiler hard, alors si jamais vous ne connaissez pas FMA, rendez-vous dans 30 secondes ou bouchez-vous les oreilles. Que ce soit la mort de Maes Hughes, lorsque Mustang tue Lust, le combat entre Pride, celui contre Vrat aussi, celui de Ed contre Grid ou encore celui contre Père, ou bien sûr la magnifique scène où Ed et Al retrouvent leurs corps respectifs et retournent voir Winry, ou bien celle sur le quai de la gare entre Edward et Winry, ou en passant par celle où Ed fait au corps de Al la promesse de le ramener, et celle où Mustang condamne ses yeux pour rendre ses jambes à Havok. Cela s'ajoute à la petite scénette, un espèce de petit running gag qu'on voit souvent dans la série qui est très émouvant, lorsque Al fait la liste de toutes les choses qu'il aimerait pouvoir manger lorsqu'il retrouvera son corps, et surtout une putain de tarte aux pommes. Eh bien, toutes ces scènes sont belles, parfaites, génialissimes. Mettez tous les adjectifs que vous voulez, FMA est juste parfait. Les deux frères sont pour ainsi dire seuls au monde, les deux ne peuvent compter que l'un sur l'autre en dehors de leurs quelques alliés. La relation entre ces deux-là est magnifique. C'est vraiment ça l'amour fraternel, d'où le titre du deuxième animé, Brotherhood. D'ailleurs, je tiens à préciser que je maudis toutes les personnes ayant osé faire des fucking fanarts yaoi des frères Elric. Bref, en parlant du second animé, qui suit plus fidèlement la trame du manga, je ne condamne cependant pas le premier animé que j'ai découvert en premier, même s'il ne vaut pas Brotherhood, je le reconnais entièrement comme un pur chef-d'œuvre en soi. Et d'ailleurs, le destin de Scar dans cette version est beaucoup plus tragique, et elle m'a fait d'autant plus apprécier ce personnage. Full Metal Alchemist n'a aucun défaut. Tout, j'ai bien dit tout, du début à la fin est parfait. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever. Et voilà, ces 3 jours de top sont désormais finis. Certains d'entre vous seront peut-être surpris et d'autres rassurés de voir que je n'ai pas mis Fairy Tail ou encore Dragon Ball ou Shingeki no Kyojin dans mon top, et plus généralement ce que j'appelle des mangas à succès commercial. Ce que j'appelle manga à succès commercial, ce sont l'équivalent de ces blockbusters au cinéma. Je compte donc Bleach, One Piece, Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball et d'autres mangas à rallonge. Déjà, je tiens à préciser que tous les mangas faisant partie de ce top, du numéro 15 jusqu'au numéro 1, sont des mangas auxquels je ne trouve rien à reprocher. A l'inverse, et ce même si j'aime beaucoup certains des mangas à succès, de par leur longueur et le fait qu'ils soient prédestinés à connaître un succès commercial, leurs auteurs ont à de nombreuses reprises commis des impairs. On est tous d'accord là-dessus, je pense.